Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a quelques semaines s'est tenu à Strasbourg le congrès de médecine et santé au travail, l'édition 2022 tant attendue, plusieurs fois repoussée et enfin organisée. Et donc, au moment de ce congrès-là, j'ai eu la responsabilité avec deux collègues, Laurence Weibel et Bernard Duguet, donc de coordonner un des thèmes qui était intitulé Une organisation au travail peut-elle être bienveillante? Je vous propose de vous restituer en fait la synthèse de ce thème-là parce que tout le monde n'a peut-être pas pu assister au congrès et tout le monde n'a pas forcément pu assister à cette session de synthèse. Je vais vous mettre dans la barre de description le lien vers le numéro spécial des archives des maladies professionnelles qui contient un certain nombre des résumés de ce congrès et ça vous permettra d'avoir les références des sessions que je mentionne. Alors, donc, ce thème, en fait, a été organisé avec deux sessions d'experts, une session de communication orale, 20 posters, et on a pu traiter cette question-là de savoir si l'organisation du travail était ou non bienveillante relativement en profondeur. Alors, premièrement, il a fallu un peu définir ce qu'était la bienveillance. On a un des auteurs d'un des posters qui nous a donné une définition en nous disant que vigilance vient de bona viligentia, ce qui signifie, je cite, exercer la bonne vigilance, le fait de bien veiller, d'être attentif, ce qui conduit à une volonté de prévenir. Alors ça va aussi poser la problématique de qui définit ce qui est bien. Est-ce que c'est l'employeur qui le définit? Est-ce que c'est le travailleur? Ou est-ce que c'est le client? Et ça, c'était dans une communication de Muriel Prévost-Carpentier que ça nous a été dit. Alors ensuite, il y a quelque chose que l'on peut dire, c'est que la bienveillance, ça n'est pas quelque chose qui se cantonne à accumuler une collection de travailleurs qui seraient individuellement dressés à la gentillesse en utilisant par exemple des méthodes de psychologie positive. Ça, pour le coup, c'est moi qui en ai parlé dans une des communications. Ou alors, comme le dirigeant dont nous a parlé Yves Clos dans sa présentation, le dirigeant qui va demander à son équipe d'indiquer s'ils sont heureux au travail en cochant des smileys qui sont plus ou moins contents et à qui on va donner des conseils bienveillants en se demandant si en fait ceux qui n'ont pas cliqué sur le smiley pas content ne seraient pas ceux qui auraient des problèmes familiaux ou qui regarderaient un peu trop les chaînes d'infos au continu sur la guerre en Ukraine. Cette bienveillance-là, c'est qu'un cache-misère et c'est un travestissement finalement de la santé au travail. Et en utilisant de telles méthodes, les services de santé au travail pourraient se faire complices de la préservation d'organisations du travail qui seraient pathogènes. Là où justement les professionnels de la santé au travail devraient y mettre leur nez. Alors la bienveillance, ça n'est pas non plus la simple disparition des conflits. Et là, c'est mon collègue Bernard Duguet, qui est ergonome, qui nous a parlé de ce qu'il appelle le silence organisationnel, comme un mode de fonctionnement qui cherche à faire taire les désaccords, valoriser le consensus et à ne pas reconnaître les conflits de logique. Vous savez, dans les entreprises, on dit souvent on va se mettre autour d'une table, on est tous d'accord, on va tous dans la même direction. Ben, ça va un petit peu dans cet esprit-là, qui n'est pas un esprit très sain en entreprise. Non, dans une entreprise, on n'est pas tous d'accord. Non, on ne va pas forcément tous dans la même direction. Et il faut savoir travailler avec ce désaccord-là. Le silence organisationnel va faire en sorte que les travailleurs ne vont plus faire remonter les difficultés, ne vont plus oser parler, ce qui va également conforter les managers dans le fait que tout va bien, alors que ça peut aboutir à des catastrophes industrielles, et Bernard Duguet nous a cité quelques exemples. Alors Mathieu de Cessar, qui est professeur de sciences de gestion, qui est bien connu dans le domaine, il nous a dit lors d'une des sessions qu'il estimait qu'un management bienveillant devait se préoccuper du travail de ses collaborateurs et que finalement ça devait être simplement un management du travail. Alors la bienveillance peut avoir un caractère toxique si elle n'est qu'incantation tournée vers les individus. C'est bien l'organisation qu'il faut transformer si on veut être bienveillant, par exemple vis-à-vis des femmes enceintes. Là on a une communication affichée, un poster, qui nous a expliqué que les femmes pouvaient reporter leur projet de grossesse si l'environnement de travail n'était pas facilitant. Alors, il y a un certain nombre de dispositifs managériaux qui ont l'air d'être bienveillants, qui donnent l'illusion de la bienveillance, mais qui ne le sont pas vraiment. Et on a eu notamment deux exemples qui ont été traités. Alors le premier, c'est un des exemples qui a été traité par Valérie Bossard, qui est professeure de sociologie, c'est le télétravail. Alors de plus en plus de travailleurs souhaitent être en télétravail, et ça a tout l'air d'être quelque chose de très bienveillant.
On peut faire son footing entre midi et 2, lancer une machine. Alors, ça a l'air un peu moins bienveillant quand on sait que c'est plutôt les travailleurs qui vont faire leur footing et les travailleuses qui vont lancer les machines. Mais on sait aussi que ça intensifie le travail. Les gens en télétravail vont avoir tendance à travailler plus par surinvestissement, par culpabilisation, ils vont travailler le week-end, etc. Muriel Prévost-Carpentier nous a également expliqué que plus de la moitié des travailleurs ont télétravaillé alors qu'ils étaient malades. C'est un excellent moyen de compenser les arrêts maladie. Les gens se culpabilisent et vont quand même produire du travail alors qu'ils sont en arrêt. Le deuxième exemple, c'est celui du travail de nuit et du travail en 12 heures, alors qui sont souvent populaires chez les salariés. Il y a récemment un article qui est paru dans les archives de maladies professionnelles par l'équipe marseillaise, qui refait une synthèse que j'ai vue en diagonale, mais là-dessus, rien de très nouveau. Le travail en 12 heures, c'est jamais quelque chose de très favorable sur le plan de la santé au travail. Les salariés, eux, pour un certain nombre d'entre eux, ils y trouvent un peu leur compte. Pour certains salariés, ils y voient là pour certains un moyen de réguler leur activité par l'extérieur en se fabriquant un planning avec moins de jours de congé sur le papier. Mais notre collègue Laurence Weibel nous a rappelé que c'était un cancérogène cancérogène probable, selon le Centre international de recherche contre le cancer. Mais aussi, elle nous a questionné et nous a invité à envisager de classer le travail de nuit comme un potentiel perturbateur endocrinien en ramenant à la définition de ce qu'est un perturbateur endocrinien. Alors en santé au travail, la bienveillance nous invite à aller un peu plus loin que la simple satisfaction client et à appréhender les risques liés aux modalités d'organisation du travail. Il faudrait peut-être un peu se méfier des modifications réclamées et instaurées avec pour seul rationnel que ce sont les salariés qui l'ont demandé. Il faut en faire l'analyse. Et s'il suffisait juste que de gérer de la satisfaction client pour légitimer un conseil en santé au travail, on pourrait remplacer des services de santé au travail par un système de vote électronique des solutions les plus populaires. Ça coûterait un peu moins cher. Est-ce que ce serait plus rationnel? C'est pas dit. Finalement, la question des organisations bienveillantes peut aussi se poser du point de vue du pouvoir d'agir du médecin du travail lui-même et puis tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail. Ça, c'est des collègues du CHU de Toulouse qui nous ont montré ça dans un poster. Les transformations intéressantes du travail se déroulent souvent dans un contexte de microclimat qui rend le terrain favorable à un changement dans une courte fenêtre de tir. C'est-à-dire on a le bon directeur, celui qui est bien sensible à la problématique, on a le bon financement qui arrive au bon moment. Mais ça peut être assez fragile et ça ne permet pas toujours des changements systémiques. Et ces interventions-là, qui devraient être la règle finalement, sont peut-être finalement plus une exception dans le monde du travail. Alors, certes, les approches individualisantes préservent les organisations toxiques, mais elles peuvent aussi donner aux professionnels de la santé au travail le sentiment tentant d'avoir une forme de prise sur le réel, alors que mettre en place des interventions où on transforme le travail, c'est quelque chose d'assez difficile. Alors est-ce qu'il ne serait pas temps que l'on ait un petit peu plus de soutien à l'extérieur? C'est-à-dire, est-ce que les médecins du travail, les services de santé au travail doivent porter seuls la responsabilité de faire changer le monde du travail et d'avoir des organisations qui seraient bienveillantes? C'est peut-être le temps de questionner le rôle de la loi, de l'inspection du travail, de la réglementation. Est-ce qu'en gardant un système dans lequel les services de santé au travail ne jouent qu'un rôle de conseiller ou d'accompagnateur, avec finalement un risque assez limité pour les entreprises qui ne se mettent pas en conformité, est-ce que dans ce contexte-là, on ne risque pas de faire du surplace? Alors, on peut être un peu optimiste avec l'intégration de la santé et de la sécurité au travail comme la 5e catégorie de droits fondamentaux par l'OIT. Et ça peut augurer de changements législatifs à l'échelle internationale qui peuvent venir. Ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Voilà pour la synthèse de ce thème. Je vais terminer juste en faisant un peu d'autopromotion. Ce thème du congrès de l'édition 2022 fait suite à un thème aussi que nous avions dans le congrès 2018 et que j'avais coordonné avec Gérard Lasfargue et qui portait également sur les questions de santé mentale en entreprise et d'organisation. Et donc ce thème de 2018 a donné lieu à un livre collectif qui est disponible maintenant aux éditions RS, que vous allez trouver également dans toutes les bonnes librairies et les bibliothèques universitaires.
Et donc, il y a un certain nombre d'autrices et d'auteurs d'horizons différents, de parcours académiques différents, qui nous ont aidés à faire ce livre collectif, dont certains qui ont participé également au congrès 2022. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage et puis à laisser des questions en commentaire. On essaiera d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et une belle fin d'été.